Que vous êtes comme moi, on a l'impression que tout s'accélère, les technologies évoluent, les usages du coup changent, et puis les métiers, ils se transforment, l'IA s'invite partout, les attentes des consommateurs, évidemment, elles se recalibrent, les entreprises cherchent du ROI tout de suite, et pendant ce temps-là, nous, les marketeurs, on essaye de garder le cap. Est-ce que vous saviez que cette année, Vivatech fête ses 10 ans? Ça fait déjà 10 ans que tous les ans, on se retrouve toutes et tous, quels que soient un peu nos marchés, mais en tout cas, si on travaille de près ou de loin avec de la technologie, c'est-à-dire maintenant à peu près tout le monde, on se retrouve dans les couloirs de Vivatech. Moi, j'ai le souvenir de participer, je pense, à la première édition, peut-être la deuxième, j'ai un doute, mais en tout cas, l'une des toutes premières éditions de Vivatech. À l'époque, j'étais responsable du site e-commerce pro de Microsoft et je me baladais dans les couloirs de Vivatech pour comprendre quelle était la tech d'aujourd'hui, quelles étaient les tendances de demain, quels étaient les partenaires avec qui il fallait travailler. Puis pour aller à des conférences, j'avais vu des conférences extraordinaires. On a accès à des gens que clairement on n'aurait pas l'occasion de voir en temps normal. C'est un événement qui est un peu particulier. Du coup, aujourd'hui, on fête les 10 ans de Vivatech. En ce moment, c'est Vivatech et j'ai décidé, pour en parler, de recevoir la CMO de Vivatech, rien que ça, Caroline Roulet, qui me fait le plaisir de venir discuter avec moi à mon micro de marketing, de tech, d'évolution, de changement de la société, de voir comment tout ça peut fonctionner, comment nous, marketeurs, on peut prendre les choses. Avec elle, on va revenir sur les grandes promesses de la tech de ces 10 dernières années. On va parler du métaverse, on va parler des NFT, de l'IA évidemment, mais aussi de ce qui fait réellement émerger une technologie. Pourquoi certaines vont devenir incontournables alors que d'autres ne décolleront jamais. On va aussi bien sûr parler de marketing, on parle du rôle des marques dans un monde qui est piloté par la data, on parle de l'impact de l'intelligence artificielle sur nos métiers, de la place du ROI et surtout d'une question qui évidemment me passionne. Dans un monde qui est de plus en plus automatisé, qu'est-ce qui fera encore la différence demain? Et vous allez voir que finalement, malgré toute cette technologie, on revient toujours à la même chose, l'humain, les connexions, les rencontres, les émotions. Bienvenue sur le podcast du marketing. Bonjour Caroline, bienvenue sur le podcast du marketing. Bonjour, bonjour Estelle. Je suis super contente de te recevoir, Caroline, aujourd'hui. Caroline, tu es la CMO de Vivatech. Vivatech qui a lieu en ce moment, au moment où cet épisode est publié. On va parler de plein de choses aujourd'hui, mais on va parler surtout de marketing, de tech, d'évolution du marché, de comment se passent les choses et comment peut-être on peut imaginer vont se passer les choses par la suite. Notre monde évidemment, bouge beaucoup, donc il y a plein de choses à dire. Caroline, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que d'être CMO de Vivatech? Alors moi, en fait, je vais couvrir, tous les sujets marketing et communication de Vivatech. Je le fais depuis maintenant 8 ans. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ça? Chez nous, on l'a structuré en 3 pôles. On a un pôle, vraiment purement marketing qui va couvrir, tous les leviers, autour du visitorat et du ticketing pour, voilà, vendre des passes pour faire venir, les bonnes personnes à Vivatech et donc on travaille sur les différents leviers, à la performance. On a un deuxième pôle autour du média et de la réputation, donc ça va être tous les leviers, rattachés à la presse, aux partenariats médias et cetera. Et puis on a un dernier pôle, qui est le pôle brand, qui va couvrir à la fois, tout ce qui va être storytelling, positionnement de marque et aussi les réseaux sociaux qui sont chez nous très rattachés, à l'image qu'on donne de Vivatech. Alors Vivatech, pour celles et ceux qui connaîtraient pas, s'il y a encore des personnes qui connaissent pas Vivatech, tu me dis si je dis des bêtises, c'est le plus gros salon tech en Europe, pour faire simple, c'est ça? Ouais, ouais, c'est enfin, je pense qu'aujourd'hui, c'est le plus grand événement, alors nous, on dit start-up et tech parce qu'on y associe beaucoup, l'origine de notre construction, en Europe et c'est, très orienté business. C'est 3 jours, vraiment B2B et la dernière journée qu'on veut, et qu'on a décidé d'ouvrir au grand public.
OK, super intéressant. Donc tout le monde peut évidemment, accéder à Vivatech. Et puis il se passe un truc, cette année. On le disait en off, on était là à se dire: «Bon, ça commence à faire un petit moment». Cette année, c'est les 10 ans de Vivatech, déjà 10 ans. Déjà 10 ans, et ça va vite. Déjà 10 ans et du coup, bah, on s'est dit que pour cet épisode, ça serait intéressant un petit peu de regarder. Toi, tu étais là, tu as dit ça fait, 8-9 ans, donc tu étais là quasiment au tout début de Vivatech. Moi, je te disais, je crois que j'ai assisté à la première ou la deuxième édition de Vivatech, donc ça commence à faire un petit moment. On s'est dit que c'était intéressant de regarder un petit peu la tech, l'univers startup, l'univers business au sens global, le marketing. Et de regarder un petit peu en arrière, finalement, au fur et à mesure de ces différents événements chaque année, de toutes ces entreprises qui viennent, de toutes ces personnalités aussi, parce que Vivatech, faut le dire, c'est aussi beaucoup de conférences. C'est l'occasion, moi, je me souviens avoir vu la CEO d'IBM, enfin, plein de gens qu'on n'a pas l'occasion, qu'on n'a pas l'opportunité de voir, habituellement dans notre vie, quotidienne. Donc c'est quand même super intéressant d'aller regarder, tout ça et de regarder cette évolution. Si je commence par une question à 10 000, pour toi, si on regarde il y a 10 ans, en 2016, c'était quoi à ce moment-là les grandes promesses de la tech? Il y a 10 ans, si on revient un peu en arrière, c'était une période, qui était déjà très différente de celle d'aujourd'hui. Il y avait beaucoup d'investissements dans la tech. Il y avait énormément de levées de fonds, au sein des startups. Les startups étaient très développées. Hem et c'était une période où vraiment, je pense que tout le monde avait en tête que, la technologie allait changer, transformer, voire peut-être même, complètement révolutionner les secteurs économiques. Hem, En 2016 aussi, c'était la période de l'open innovation, donc c'est-à-dire, hein, pour rappel, d'un côté des startups qui sont, à la recherche d'investissements, de partenariats, de clients, et qui ont plein d'idées, qui sont hyper, innovantes, et de l'autre, plutôt des grands groupes, plus structurés, qui ont besoin, d'accélérer, leurs capacités, d'innovation, et qui, cherchent à gagner en agilité. Et puis moi, voire même, il y avait aussi les gouvernements qui étaient à cette période vraiment à la recherche de ce qui pouvait se trouver dans les labos, et qui n'arrivaient pas à voir ce qui pouvait s'y passer. Et effectivement, en fait, Vivatech s'est créé un peu sur ce terreau-là, de mettre en relation tout cet écosystème, très, disparate, pour, vraiment concrètement pouvoir, trouver des solutions, faire travailler, les différentes, parties de l'écosystème ensemble, et pour que derrière, il y ait vraiment des vraies opportunités business qui puissent, se développer. C'est vraiment un travail de moi je pour celles et ceux qui sont jamais allés à Vivatech, il faut imaginer une espèce, en tout cas moi je le visualise comme ça, une espèce de grand carrefour. Moi je revois ces croisements à Vivatech où tu as énormément de gens qui se croisent. C'est d'ailleurs assez rigolo parce que moi je travaillais chez Microsoft, à l'époque, j'étais venue avec, le DG du Microsoft Store, et c'était assez rigolo parce que tu as des milliers de personnes, je sais pas combien de personnes sont par jour à Vivatech, et tu te balades dans les allées, et tout le monde se salue. Enfin, pas tout le monde, mais enfin, on croise toujours quelqu'un qu'on connaît parce que ça a beau être un immense, voilà, marché, bon, il y a toujours, voilà, des connexions, et l'idée effectivement, en tout cas moi, ce que j'en avais vraiment retenu, ce que j'avais ressenti, c'était ça, c'était le côté croisement, le côté connexion. On va pouvoir se rencontrer. Ce que tu dis, il est intéressant d'avoir ces grosses entreprises peut-être qui ont des financements, qui ont des moyens, mais qui ont besoin d'avoir des nouvelles technologies, qui ont pas nécessairement l'agilité, qui vont pouvoir se mettre en connexion avec peut-être des plus petites structures, mais qui, elles, sont dans l'innovation immédiate et peuvent avancer finalement plus vite, et d'aller croiser ces éléments-là, effectivement, je trouve que c'est super, super intéressant. Alors évidemment, il y a 10 ans, on parlait déjà d'IA, hein, l'IA existait déjà, mais on en parlait moins. On a enfin, si on regarde maintenant avec nos yeux d'aujourd'hui, on se dit: «Ouf, il y a quand même un pas très conséquent qui a été fait». Est-ce que pour toi, il y a des tendances auxquelles on croyait à fond il y a 10 ans? On se disait: «Waouh, c'est ça qui va révolutionner, les marchés», et qui peut-être, finalement ont pas pris, ont disparu, juste pour se rendre compte de voilà, de l'incertitude finalement qu'on a sur l'innovation. On ne sait pas à quoi va ressembler le futur.
Oui, je me souviens de quelques-unes. En fait, c'est vrai que alors nous, on a tu sais, au sein de Vivatech, on a une équipe qui passe, beaucoup de temps à suivre un peu les signaux faibles pour pouvoir identifier les, grandes tendances technologiques de demain pour l'entreprise, pour le vraiment très orienté B2B et donc on pilote ça et on suit. Donc on voit arriver plein de signaux faibles et on joue un peu le jeu de savoir si ça va être, ce qui va sortir après. Ce qu'on se rend compte souvent, c'est que la tendance va prendre surtout quand il y a une appropriation par le grand public. Et donc il y a eu des choses que les entreprises ont montées. Alors moi, je pense par exemple au métaverse. Le métaverse, je crois que ça date de 2022, il me semble. Ça a été, voilà, ça a été un très grand investissement côté entreprise, vraiment une volonté de créer des mondes parallèles et des mondes 100% digitaux. En plus, sur une période un peu post-Covid, donc il y avait vraiment cette volonté de créer quelque chose, de différent. Mais ça a pas pris. En fait, ça a pas trouvé, on n'a pas il y a pas eu le retour, escompté. Hem, Ce qui est intéressant quand même, c'est que cette techno-là du métaverse, elle existe encore aujourd'hui, mais à toute petite échelle. Et par exemple, il me semble qu'il y a une start-up, attends, qui s'appelle, je crois, Uptails, qui est une start-up française, qui l'utilise, par exemple, pour, former aux métiers, à risque et donc qui met dans des conditions pour voir comment l'humain va réagir et pour essayer d'optimiser la réaction humaine. Donc, les technologies, elles sont jamais disparues totalement, elles c'est juste qu'elles prennent pas, l'ascendant du L'ampleur, ouais. public, quoi. Mais effectivement, elles existent toujours. Il y a un autre exemple comme ça, c'est les NFT. Je sais pas si tu te Mais souviens? Les bien NFT, c'était sûr. 2020 ou 2020, Ah je crois. ouais, ouais, dans ces Hem, eaux-là, je pense, ouais. et en fait, il y a eu une énorme, boom et on a beaucoup parlé de nous, juste en sortie de Covid. Mais pareil, en fait, là, les investissements, il y a eu un désengagement de plus de 90 des investissements sur cette, techno. Donc, l en fait, cette techno n'a pas rencontré son public comme ça, tel que c'était construit, mais encore aujourd'hui, c'est utilisé principalement parce que derrière il y a les NFT, il y a un sujet d'identification, d'authentification et de contrôle d'accès qui est pas mal utilisé, notamment dans le monde des créateurs de contenu. Mmh. En fait, c'est des choses qui sont réutilisées, mais dans des contextes beaucoup plus, privés, petits, mais toujours hyper intéressants en termes de techno. Donc on n'est pas à l'abri que ça revienne, mais sous une autre forme. Pardon, je te coupe, mais je trouve ça super intéressant que ce soit finalement via le prisme du des individus, j'allais dire du consommateur, c'est pas du consommateur, mais de enfin de l'ensemble de la population. Soit il y a une adoption. Mais quand bien même, peut-être initialement, c'était quelque chose d'assez, business ou d'assez professionnel, mais soit il y a une adoption globale, c'est pris par la société, soit c'est pas pris, auquel cas ça va pas forcément disparaître, mais évidemment, on va pas avoir, la même ampleur. Ce que tu dis sur les NFT, c'est très juste. Moi, je me souviens avoir fait un épisode sur les NFT à l'époque où c'était encore tout nouveau, donc on se disait: «Bah, attends, on va essayer de comprendre comment ça marche, quels peuvent être les usages» et c'était pas si simple de comprendre les usages et en fait, j'imagine que le blocage a été là effectivement, l'identification, on parlait de cybersécurité, on parlait de beaucoup d'éléments comme ça, mais pour le grand public, comprendre où ça allait se positionner, c'était pas forcément immédiat. En fait, je pense que, tu vois, une techno, elle se lance quand en fait, il y a 3 grands facteurs qui font que ça puisse être lancé. Alors le premier, c'est effectivement, une techno doit venir un peu, enfin solutionner un problème. Alors le problème, ça peut être un problème de coût, ça peut être un problème de rapidité, d'accessibilité, enfin, il y a moult, sujets, mais c'est un peu le premier dispositif qui fait que ça va être pris par l'audience qui est associée. Le deuxième, c'est la capacité en fait à pouvoir avoir les infrastructures sous-jacentes qui sont peu onéreuses et qui sont, aussi évolutives. Parce que si d'un coup ça s'accélère, bah, il faut pas que ça coûte trop cher de pouvoir, le déployer à échelle. Et puis le dernier point, c'est un peu ce que tu dis, c'est qu'effectivement, je pense qu'il faut trouver un modèle économique qui est, mature. Je pense souvent, tu sais, au Google, enfin, alors je devrais pas dire aux lunettes connectées. En fait, les lunettes connectées, ça ne fonctionne pas, enfin, ça ne prend pas malgré le fait que c'est quand même un bijou de technologie, parce que c'est encore trop cher par rapport, à l'audience qui est visée. Donc je pense qu'il y a aussi, tu vois, cette adéquation, il y a une sorte de maturité aussi qu'il faut arriver à atteindre, c'est un peu le cas de l'IA. Il y a eu un moment où, il y a quelque chose qui s'est démocratisé, mais tant qu'on n'a pas ça, ça ne prend pas à échelle.
Ouais, c'est vrai ce que tu dis, en fait, c'est vraiment de trouver cette espèce d'adéquation entre la problématique, le coût, il faut qu'on puisse passer à l'échelle comme tu dis et puis, la maturité du marché. Quand on pense à l'IA, effectivement, on se dit: «Mais oui, effectivement, le problème, on l'avait, on a besoin de solutionner, 1 000 000 de choses». Le coût peu onéreux, bah, effectivement, d'avoir un moi, je dis toujours que si on n'a pas, un abonnement à ChatGPT, bah, faut pas avoir Netflix, c'est quand même exactement le même tarif donc bon, voilà et puis, une certaine maturité, bah, effectivement, on a arrivé alors que l'IA existe bien évidemment, été développée depuis bien longtemps. On arrive à un moment donné où on avait une disponibilité du marché, les gens étaient prêts, à prendre ce marché, à se l'approprier et à rentrer dedans. C'est un petit peu la trilogie qui permet d'avancer. Est-ce que à l'inverse, tu vois, sur ces 10 ans, heu, tu as en tête peut-être, hein, peut-être pas, mais des technologies qui auraient été sous-estimées où on s'est dit: «Non, bon, OK, ça c'est pas dingue» et en fait, finalement, ça a été vraiment un élément super, super intéressant, super important? Moi, je le prends un peu dans le même sens que ce que je te disais. Enfin, tu vois, typiquement l'IA, comme tu dis, nous, c'est quelque chose dont on parle depuis 10 ans, mais qu'on parle comme un sujet de deep tech, comme un sujet qui est vraiment en devenir. C'est vrai que le fait que ça ait explosé, il a fallu attendre qu'il y ait ChatGPT, que d'un coup, qu'il y ait 2 millions d'utilisateurs pour faire que ça soit quelque chose d'incontournable. C'est peut-être plus comme ça que moi je le vois parce que la techno, même quand elle est peu utilisée pour nous, ça reste des signaux faibles qu'il faut suivre et qu'il faut, regarder. Dès qu'à partir du moment où une entreprise commence à s'y intéresser, on sait qu'il y a un potentiel, vraiment de développement. Par exemple, tu vois, tu as la cybersécurité. Je pense qu'il y a 10 ans, la cybersécurité, c'était un sujet déjà qui était abordé, par un public, plutôt d'experts sur des sujets très spécifiques, bancaires ou des choses, très particulières et c'est vrai que là, il y a eu un regain énorme, qui est apparu, avec, bah, énormément enfin l'IA, a aussi généré pas mal de soucis et il y a énormément de développement et de choses aujourd'hui et la cybersécurité, c'est un des postes, technologiques dans lesquels les entreprises investissent le plus. Je ne sais pas si tu sais, mais nous, on fait un baromètre, pardon, de la confiance des dirigeants dans la tech. On le fait, dans 7 pays, et on le fait une fois par an depuis 3 ans. Ça nous permet un peu aussi de voir comment, la technologie est appropriée par les entreprises et la cybersécurité, le poste il y a 82 des gens qui nous ont, répondu, quel que soit le pays, que c'était dans la technologie dans laquelle ils investissaient le plus aujourd'hui et c'est ce qu'ils allaient investir le plus dans les années à venir. Donc, et je pense pas qu'il y ait 10 ans, on avait la même sensibilité à la enfin à ça et au risque de se faire, hacker. C'était pas du tout les mêmes problématiques. Il y a aussi le cloud computing, par exemple. Le cloud computing, aujourd'hui, c'est quelque chose, que tout le monde utilise, mais 10 ans, quand tu reviens 10 ans en avant, c'était pas du tout, un sujet, très mis en avant. C'est vrai que là, avec les sujets de souveraineté, ça devient des enjeux qui sont, même, géopolitiquement hyper importants. Donc c'est aussi un peu un suivi de tendance qui fait qu'il faut rester à l'écoute de tous ces sujets et puis après il y a quand même un petit truc qui arrive, je pense, qui est le quantum computing, dont on parle peu Alors aujourd'hui, mais dis-moi ce que c'est, parce que moi, le quantum computing, tu vois, je suis pas si tech que ça. le quantum computing, c'est la alors je ne suis pas, la plus experte. Je vais le faire dans des termes, Simplement. voilà, simple. Je fais, du marketing, je suis pas scientifique, mais non, ça permet en fait c'est une puissance de calcul. Ce sont des ordinateurs, avec une puissance de calcul, extrême. Les premiers à avoir lancé ça, c'est IBM qui ont lancé et qui ont des calculateurs, ça s'appelle des chandeliers. C'est très, très beau comme objet et ça permet de calculer à une vitesse folle. Ça, couplé à de l'IA, ça ouvre Mmh. énormément de Ah oui. possibilités et effectivement aussi, bah, c'est très intéressant sur aussi des réductions de coûts parce que, de coûts environnementaux typiquement parce que tu vas consommer beaucoup moins d'énergie pour pouvoir faire tes calculs alors qu'aujourd'hui on sait que l'IA nécessite beaucoup de consommation, d'énergie. Mais ça crée aussi pas mal de questionnements parce que ça veut dire qu'on va pouvoir, bah, générer plus facilement aussi, enfin du de enfin tout ce qui est encryptage va être plus facilement décodé. Donc en fait, Mmh. ça génère aussi d'autres soucis. Mais c'est quelque chose qui devient de plus en plus mature,
Et donc très certainement, c'est quelque chose qui va se développer dans les prochaines années. Alors je on verra, peut-être On va prendre les je paris, on revient ouais, dans voilà, 10 c'est ans. ça. Mais je pense que c'est des choses, aujourd'hui voilà, qu'on regarde un peu comme des choses, un peu dans des labos, mais je pense que ça va déjà un peu au-delà. Moi, ce que je trouve intéressant quand même, c'est de se dire, quand on regarde comme ça 10 ans en arrière, 10 ans, c'est pas long. La réalité, c'est que nous, sur notre carrière, on se Encore dit: regarde, «Bon, 10 ans, encore voilà», jeune. mais exactement, 10 ans, c'est rien du tout, mais en 10 ans, on voit le marché, à quel point les choses évoluent. Enfin, il y a 10 ans, on parlait d'IA si on travaillait dans la tech, et encore, pas tout le monde, mais le grand public ne connaissait même pas le terme probablement. Heu, Tu vois, là, on parle d'éléments qui n'existaient pas littéralement, il y a 10 ans en tout cas, dans l'esprit commun. Les choses vont extrêmement vite et maintenant, ne plus utiliser l'IA, ça nous paraîtrait, pas à peu près, saugrenu et justement on va aller chercher des technologies pour aller développer l'IA, pour accompagner l'IA et cetera. Hem, Ce qui m'intéresse, tu vois, là-dedans, c'est de me dire à quel point, on le sait, les choses vont vite et les choses s'accélèrent et tout va de plus en plus vite. Du coup, j'ai envie, comme, tout le monde, de me recentrer un petit peu sur moi et de me dire: «Ouf, attention, qu'est-ce qui se passe?» Donc moi, je suis, comme toi, hein, une marketeuse, donc j'ai un petit peu envie de regarder le métier de marketing, qui est un petit peu, moi, je trouve, tu vas me dire ce que tu en penses. Moi, je trouve un peu malmené, en tout cas qui vit un moment, peut-être charnière. Hem, Toi, avec ta vision, tu as eu l'occasion évidemment de voir beaucoup, beaucoup d'entreprises passer avec des structures, des façons peut-être de travailler différentes. Sur ces 10 dernières années ou sur ces 8 dernières années, hem, est-ce que tu as vu une évolution, toi, sur le métier du marketing? Je pense que je pourrais te donner cette réponse avec, ça fait plus de 20 ans que je fais du marketing, donc je vois aussi un peu, enfin moi ma perception, c'est que le marketing, il évolue en fonction de 2 choses aujourd'hui et en fonction de la situation économique, du contexte économique dans lequel on est et du développement des outils et des outils technologiques de plus en plus. Donc aujourd'hui, typiquement, on est plutôt dans une situation, enfin, plus difficile économiquement et donc on va aller rechercher plus du ROI, quelque chose qui est plus direct, ce qui n'est moins le cas quand, la situation est plus enfin, il y a 10 ans, on n'était pas exactement dans le même contexte économique et on avait plus de latitude sur une vision plus long-termiste. Après, il y a l'arrivée de l'IA et effectivement l'IA, change beaucoup et bouleverse beaucoup nos métiers. Nous, on a la chance d'avoir, une direction qui nous a tout de suite mis dans le bain de l'IA. À la fois, on le raconte, mais en même temps, on le vit en interne, on l'utilise en interne et on a été très vite formés sur les outils. Et je pense que ça, c'est très important parce qu'il faut qu'on comprenne avant à la fois de s'inquiéter et à la fois de voir comment on peut faire transformer nos métiers. Nous, on utilise principalement l'IA aujourd'hui, à 3 niveaux. On utilise, pour simplifier certaines tâches, je pense un peu comme le commun des mortels. Nous, enfin, on a beaucoup, beaucoup de conférences, par exemple et depuis qu'il y a l'IA, ça me fait gagner quand même un temps monstrueux de pouvoir, avoir des synthèses de conférences et d'avoir, des éléments importants. On l'utilise aussi, dans nos achats médias. On fait de plus en plus de campagnes, micro-segmentées qu'on arrive à rentabiliser là où avant, comme on le faisait humainement, c'était pas rentable. Donc pour être honnête, on n'a pas automatisé du tout l'IA, enfin dans le marketing à Vivatech. Je pense que c'est un peu une légende, urbaine, gens qui disent qu'ils arrivent déjà à tout faire avec de l'IA. Moi, je suis peut-être un peu plus, sceptique, mais néanmoins c'est intéressant et ça donne des perspectives, qui sont intéressantes et puis ça permet aussi alors moi je viens du monde de la data, et j'ai fait quand même toute ma formation dans la data, donc c'est quelque chose qui me parle beaucoup, mais c'est vrai que ça permet pour, le marketing qui est peut-être un peu moins data, d'aller pouvoir, enfin, en tout cas, identifier très vite des premières hypothèses analytiques. Bien sûr, nous, on check tout et on revérifie, mais néanmoins, ça quand même permet d'avoir des intuitions et aider dans les intuitions. Après, il y a aussi, moi, je pense que le métier du enfin, tu me diras si ce que tu en penses, mais moi, je trouve que le job de marketing, il a changé aussi. Aujourd'hui, le marketing est un peu il est à la croisée de plusieurs, choses. Je pense qu'il est à la croisée du produit, il est à la croisée de la data. Je pense pas que c'était comme ça, avant et autour de la marque. C'est un peu un triptyque. Avant, il me semble pas enfin,
on était un peu spécialisés à droite ou à gauche, mais on n'était pas tout ça en même temps. Aujourd'hui, c'est compliqué, et enfin de pas avoir une vision un peu 360, de nos métiers qui ont vraiment bougé quoi, qui ont changé. Moi, je te rejoins et je vais même peut-être un cran en plus. C'est que le sentiment que j'ai, c'est que effectivement, avant, on était souvent marque ou data, enfin marque ou même étude presque, si je tire le fil. Là où maintenant, on arrive à sortir son épingle du jeu, si on arrive à tout faire en marketing et à être vu comme ce pôle qui vient, qui a cette possibilité de tout faire. Et si on ne sait pas le faire, on va être à l'inverse dilué dans les autres services et le marketing finit par ne plus exister. Il y a une stat, je crois que c'était dans les 500 plus grosses boîtes américaines, tu as un tiers des entreprises qui n'ont pas de directeur marketing. Il y a pas de le service marketing est juste dilué dans les autres parce qu'il va être une partie en CTO, une partie au CFO, une partie en et le produit et cetera et du coup, je pense que c'est vraiment, cet élément-là, c'est soit on est capable de tout allier mais ce qui est pas simple, hein, mais d'allier tous ces éléments-là et de pouvoir en faire vraiment quelque chose autour d'un marketing complet, soit on risque la dilution donc ça pour moi, c'est le moment d'être fort en marketing. C'est le moment d'être un peu, installé, assis et d'aller prouver, la valeur du marketing. Ce qui, je trouve que ce que tu disais est très juste, dans un moment de crise, au sens économique du terme, est effectivement complexe parce qu'on vient chercher du ROI et le ROI, je dis pas que le marketing, c'est pas faire du ROI, c'est quand même aussi une part du job, bien sûr, du marketing. Mais quand on veut développer de la marque, moi, je suis très, 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 très attachée à la marque parce que j'ai été biberonnée à la marque certainement, depuis le début de ma carrière. Mais la marque fait pas de ROI visible immédiatement en tout cas et difficilement, traquable et c'est toujours cette bataille, à faire et moi je me demande justement, ce qui se passera dans 5 ans, dans 10 ans quand on aura, utilisé beaucoup, beaucoup le ROI et aller chercher, un ROI, et des choses immédiates et peut-être, malheureusement, moins travailler la marque de fait. Ce sera intéressant de voir quelles sont les entreprises qui en ressortent. Moi, je mets un billet sur les entreprises qui auront travaillé la marque s'en sortiront mieux, mais bon, on verra dans 10 ans, on fera peut-être un épisode, à ce moment-là. Je pense aussi moi, je pense qu'effectivement la réputation, de la marque et enfin et l'association enfin, je pense qu'il faut pas oublier que le marketing, notre job, c'est vraiment de s'orienter sur le visiteur et c'est de transmettre des émotions au travers de la marque. C'est quelque part ce qui nous différencie aujourd'hui. Si enfin, il y a un moment où on sera dans un monde où tout sera, certainement beaucoup plus automatisé, beaucoup plus standardisé. Et là où on fera la différence, parce que notre job à nous, c'est de nous différencier, enfin, c'est de faire que notre marque soit, enfin, en tout cas, ou notre, entreprise, notre produit soit plus valorisé par enfin, pardon, je un visiteur, mais un utilisateur qu'un autre. Je pense que la vraie différence, elle sera dans notre capacité à continuer à transmettre ses émotions, à être créatif et donc finalement à apporter cette touche, réputationnelle et de marque qui enfin, Vivatech, c'est la marque, c'est quelque chose de très, très important pour, nous, pour moi et donc effectivement, c'est ça qui fera certainement un peu la différence aussi parce que, l'IA va certainement standardiser une Bien grande sûr. partie du boulot qu'on fait aujourd'hui, et qui nous permettra de renforcer ces aspects-là. Et on en revient toujours à la même chose, hein. C'est sûr que l'IA arrivant, déferlant comme ça sur nos vies et sur à peu près tous les aspects, hein, d'ailleurs, que ce soit B2B, B2C, enfin, on en met maintenant absolument partout. C'est vraiment la première chose qui revient, c'est que c'est l'authenticité, l'humain, la différenciation, la marque, qui va prévaloir. Quand on parle d'humain, tu parles de Vivatech, tu parles de visiteurs. Donc Vivatech, c'est un événement en présentiel, un salon. Heu Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qui va advenir des salons, des événements en présentiel? Est-ce qu'il y aura toujours des salons dans 10 ans? Tu À ton avis? Et alors là, on commence dans la projection là, donc bon, celle-là, je pense que je peux te dire de façon assez sûre, ma perception. On a eu le covid qui nous permet de nous donner un peu un avant-goût de ce qui se passe quand, on peut plus faire, d'événements ou de salons et qu'on est à distance et qu'on fait tout, via un ordinateur.
La réalité, c'est que ça marche pas. Ça marche pas, parce que, la les quintessences de ces événements ou de Vivatech, c'est vraiment de créer de la connexion, de l'échange. Ça amène même, de l'échange, enfin, tu sais, un peu pas aléatoire, mais ce qu'on appelle la sérendipity, que La j'arriverai jamais à dire. serendipity. Merci. Mais vraiment, en fait, mine de rien, c'est hyper crucial aussi pour nos activités et puis il y a une sorte d'énergie collective quand on est tous ensemble pour travailler, pour, trouver, des opportunités business, pour aussi dialoguer parce que je pense que quand même il faut qu'on ait aussi cette capacité de dialogue, d'échange sur des sujets sur lesquels on n'est pas toujours tous d'accord, mais il faut avoir cette capacité d'échanger. Je pense que ça, c'est primordial et pour le coup, Vivatech, c'est vraiment exactement ça. Aujourd'hui, je pense qu'on est, effectivement un des plus gros événements mondiaux, côté, vraiment, côté écosystème, start-up et tech, mais c'est pas j'aurais tendance à dire que c'est pas forcément, lié au nombre de visiteurs qui viennent, c'est plutôt à notre capacité à nous de créer ces connexions qui sont hyper importantes entre différents acteurs, que ce soit, des investisseurs, des start-up, des leaders d'opinion, des entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, mais aussi des pays, parce que maintenant on est dans un monde global et qu'il est important qu'on puisse échanger avec, des homologues au Japon, en Europe, aux US et aussi le grand public parce qu'il faut pas l'oublier, il fait partie de ce monde-là. Il faut avoir cette capacité de créer ces connexions-là, cet échange, qui derrière va générer à la fois, du business, mais qui va aussi stimuler l'innovation et on espère, en tout cas nous, on en est convaincus, de l'innovation qui va avoir du sens. Écoute, j'ai envie de terminer là-dessus. Ça me plaît bien, moi, cette idée de se dire que, c'est finalement les connexions, l'humain, le fait de pouvoir travailler ensemble, de se croiser, d'échanger, de ta serendipity dont tu parlais, le fait que des choses arrivent comme ça et finalement ça va nous permettre de créer des choses encore plus grandes. Je trouve que c'est intéressant puis ça me plaît surtout d'imaginer que bon, voilà, l'IA, il y a pas que l'IA d'ailleurs, on parle de l'IA beaucoup, mais il y a pas que l'IA. Mais l'IA évidemment va changer, est déjà en train de changer, a déjà changé beaucoup de choses, mais finalement, l'être humain reste un être humain, il a besoin d'autres êtres humains, donc ça a priori, ça changera pas. Je vais essayer de résumer notre discussion, ça va pas être simple parce qu'évidemment, on a parlé de plein de choses, mais je vais essayer de la résumer en peut-être en 1 minute. Ce que tu nous as dit, c'est que, je te posais la question de quelles étaient les grandes promesses, de la tech et ce qu'on retrouvait finalement, sur Vivatech et tu m'as dit quand tu me décris Vivatech, j'aime beaucoup cette description-là, c'est de dire, bah, Vivatech, c'est un lieu de croisement. C'est un lieu où finalement, peut-être des grandes organisations, des grandes entreprises qui ont peut-être des moyens financiers, vont pouvoir rencontrer des plus petites structures qui, elles, ont une agilité d'innovation, sont allées faire, un développement, une recherche sur ces éléments et ça va leur permettre finalement de se rencontrer. Donc on est déjà sur des humains qui se rencontrent et qui échangent et moi je trouve que c'est vraiment cet élément-là qui revient, finalement, en boucle. Évidemment, sur les 10 ans de Vivatech, il y a énormément de technologies qui sont passées dans les couloirs de Vivatech. Certaines sont restées, certaines, ont disparu. Quand je te posais la question de: «Est-ce que tu peux retrouver, repenser à des technos qui ont disparu?» Tu m'as dit: «Attention, elles n'ont pas vraiment disparu. Elles ont disparu pour le grand public. On pense au métaverse. On avait les grandes annonces de Mark Zuckerberg et puis finalement le métaverse n'a pas, eu le retentissement qu'on imaginait. Mais tu me disais, il est pas oublié, il est juste utilisé différemment pour des, entreprises bien spécifiques qui vont avoir, ce besoin bien spécifique, notamment, des systèmes d'entraînement. Tu me parlais aussi des NFT et tu me disais, beh, la problématique finalement, c'est l'appropriation du grand public et tu me disais que, une techno finalement pour qu'elle s'installe, il lui faut 3 grands éléments. Alors je te les reprends, rapidement parce que je trouvais ça intéressant aussi pour nous, pour se poser la question peut-être si on développe une technologie ou si on travaille avec certaines technologies, de se poser cette question-là. Pour qu'elle s'installe une techno, il lui faut un problème auquel elle répond. Je fais très simple, hein, un problème auquel elle répond, une capacité à ne pas être trop onéreux dans la structure de façon à pouvoir passer à l'échelle sans que, ça explose totalement les coûts
Et puis, un marché mature, un marché qui est prêt, finalement, à l'adopter. C'est 3 choses qui paraissent très, très simples comme ça quand on les dit, mais finalement, va falloir, aller les trouver. Mais je trouve que c'est intéressant de se poser la question comme ça. Après, on s'est posé la question de notre rôle à nous, de marketeurs. La plupart des gens qui écoutent, le podcast du marketing sont des professionnels du marketing. Effectivement, on voit bien, le monde change, les technos changent, tout change autour de nous. Il y a pas de raison que le marketing, change pas. Et on fait un petit peu le même constat, je crois, toi et moi, c'est de se dire que, il y a la situation économique qui joue sur ce qu'est le marketing actuellement. La situation économique étant complexe, pour utiliser un mot, un euphémisme, la situation économique étant complexe, bien, on va aller chercher bien souvent le ROI et le ROI, de fait, eh ben, on va travailler, un peu plus, des éléments d'acquisition directe et probablement un petit peu moins la marque. Et puis on a, d'autres éléments qui sont des éléments, peut-être de dilution, du marketing, ce dont je parlais. Finalement, quand on regarde, soit on est très, très fort, on a un marketing très fort qui va allier la marque, la technologie, tous les éléments finalement du marketing qu'on va pouvoir faire travailler ensemble. Soit le marketing se dilue dans les différentes strates et les différents, services de l'entreprise. Donc moi, en tant que marketeur, ce que je me dis, c'est qu'il est temps, c'est le moment pour les équipes marketing d'être fortes et de prouver leur valeur et de prouver leur valeur dans le temps, de pas oublier le long terme, même si on travaille le ROI, pour pouvoir rester présent et notamment être sur des événements, pardon, comme Vivatech. C'est pas pour faire la pub de Vivatech, vous avez pas besoin de moi pour ça, mais je pense que vraiment, il est important pour les CMO, pour les professionnels du marketing, de rentrer dans la data. Comme tu disais, avant, il y avait ceux qui travaillaient la marque, ceux qui travaillaient la data et puis voilà. Maintenant, si on n'a pas les 2 éléments au moins, ça marche de fait beaucoup moins bien. Donc, même si on n'est pas très data, moi je suis pas une enfant de la data, c'est intéressant d'aller mettre le doigt dedans pour pouvoir proposer vraiment une structure complexe. Et puis, je t'ai posé la question, est-ce que les salons existeront toujours, d'après toi, dans 10 ans? Tu m'as dit: «Mais Estelle, évidemment que les salons existeront dans 10 ans, ou en tout cas, s'ils n'existent pas, on aura un sérieux problème». Parce que les humains ont besoin des autres humains pour travailler mieux, pour échanger, pour construire, pour faire grossir et pour faire de la techno, finalement. Donc, on se retrouve dans 10 ans, à Vivatech, si ça te va, Caroline? C'est un très beau résumé. Vraiment, félicitations Estelle, merci beaucoup. Parfait, merci Merci, beaucoup merci à toi. Caroline. C'était un plaisir d'échanger avec toi sur ces sujets de la tech, du marketing. Si on a des questions, si on veut échanger avec toi Caroline, est-ce qu'on peut te retrouver quelque part? Dis-moi. Oui, on peut toujours me contacter sur LinkedIn. Bah, Normalement, écoute, j'essaye de répondre. Bah, super, écoute, je mettrai le lien de ton profil LinkedIn dans les notes de l'épisode, donc n'hésitez pas à contacter Caroline et puis surtout, encore une fois, je ne suis pas sponsorisée par Vivatech, mais allez à Vivatech, allez échanger avec des partenaires, avec le marché, avec les autres, allez sentir un petit peu comment ça se passe. C'est aussi comme ça que les nouvelles idées parfois arrivent. Allez aux conférences, il y a des conférences, vraiment je garde un souvenir moi des conférences absolument exceptionnelles, d'aller voir des gens qu'on n'a pas l'occasion de voir, donc profitez de l'événement, c'est maintenant. Merci beaucoup Caroline, tu es la bienvenue quand tu veux sur le podcast du marketing. Merci, merci encore pour ce super accueil. Un grand merci Caroline d'avoir, partagé avec nous ta vision du marketing, ta vision de la tech, ta vision de l'innovation. Cette discussion elle est passionnante. Alors bon, on ne sait pas, bien sûr, ce qui va se passer dans le futur, personne n'est capable de le dire, mais je trouve que c'est ultra intéressant de se poser ces questions-là, de commencer à voir, ce qui bouge peut-être moins, là où il faut être, ce qui peut nous arriver. En tant que marketeur, je pense qu'on a vraiment une mission qui est de nous assurer que le service marketing existe encore dans 10 ans. C'est pas du tout assuré parce que les choses bougent tellement vite, les organisations changent tellement rapidement que c'est pas assuré. Mais moi, je suis intimement convaincue que si on laisse filer le marketing, on va perdre énormément. Donc, il est important d'être là, d'être présent. Si vous avez aimé cet épisode et si vous voulez soutenir le podcast du marketing, je travaille seule sur ce podcast, je le produis absolument seule. Il y a personne derrière moi, il y a que vous qui puissiez m'aider. Comment est-ce que vous pouvez m'aider? Tout simplement en le partageant avec une personne que ça pourrait intéresser, un responsable marketing, un ou une, créateur, créatrice d'entreprise. Allez-y, partagez le podcast du marketing, c'est comme ça que vous m'aiderez à le faire vivre. Je vous dis à très vite.